Bonjour à tous et merci d'être avec nous encore une fois cette semaine, ici même Bassin-Labou, par un temps pluvieux, mais on va dire un temps de janvier-février. De toute façon, ça ne change pas, hein. On a l'habitude maintenant. J'ai le plaisir aujourd'hui d'avoir avec moi quelqu'un qui nous vient pas de très loin, mais en tout cas, vous le connaissez. En tout cas, les gens de l'Est le connaissent très bien, même dans la Réunion, parce qu'il milite depuis quelques années pour le bien-être des Réunionnais. Il milite depuis quelques années pour faire en sorte que tout se passe bien ici, surtout notre pouvoir d'achat, parce que c'est le sujet de ce soir, ici même, dans cette émission Zigzag. J'ai le plaisir d'avoir avec moi Eddie Adekalom. Johnny Adekalom. Eddie, c'est le frère. Excusez-moi. Johnny, comment ça va? Ça va très bien, Jean-Claude, et je profite du moment aussi de dire bonne année à l'ensemble des personnes qui nous regardent, qui nous écoutent, hein. Ouais. Et une très bonne année 2024 qui, je pense, allez, si Clonala avait un bon coup là, il faut faire démarrer ça d'une bonne ambiance et puis une année très positive. Bien sûr. Et surtout ce pouvoir d'achat. Bien sûr, on va en parler de ce pouvoir d'achat là, dans un instant. Mais il paraît que de Ram longtemps, tu dis comme ça, quand il cyclone, il arrive les bons parce qu'il lave un petit coup. Toute cette lait mauvais, toute cette lait sale, hein. Déjà, la rivière devient plus propre. Hein. On a vu que oui. 2 jours, 3 jours après un cyclone, l'eau qui était vraiment en bout, qui était vraiment crue, la rivière, hein. Et puis après, la rivière est propre et claire, et claire, et claire. Quand la rivière est sale, ça pêche la piane ou non? Oui, ça pêche cabot, ça pêche la pia. Et c'était aussi un passe-temps. Hein. Ah ouais. Et un passe-temps parce que nous te retrouvons, nous, ouais. en jeunes. Et après ballon, après tout qualité sport, nous te faire, mais c'était une passion que nous avions. Et la rivière était riche aussi. Hein. Ouais, effectivement. Il avait dedans. Et donc, nous te prenons un plaisir d'aller pêcher parce que nous te retrouvons, nous, mais nous te gagnons quelque chose. Bien sûr. Après, tu frottes ça comme d'or, tu fais frites ça, et tu manges ça au pour le petit cabot, ça. Hein? Petit cabot, la rivière, tu frottes avec cobaye d'or. Voilà. La piane, tu grattes avec un fourchette, ou bien un petit bouchon limonade. C'est ça. Exactement. Bon, nous n'est pas là pour parler de cabot, la rivière. Petit cabot, la rivière, ou de poisson tilapia. Hein? Même si le tilapia, juste entre nous, pour faire un aparté comme ça, c'est le poisson d'eau douce, c'est le plus pêché au monde. Hein? C'est le seul poisson qu'on peut retrouver dans presque toutes les rivières du monde. Hein? Voilà. Hein? Et nous, on appelle ça lapia, mais généralement, son nom, c'est tilapia. D'accord. Etc. Nous sommes là pour parler du pouvoir d'achat. Hein? Quelque chose qui touche à vous vraiment à cœur, puisque de plus en plus, nous voit bien que tout le monde, hein? D'ailleurs, le préfet, là, il vient de donner l'augmentation du carburant. Là, hein? Le gasoil a pris de 3 centimes d'euros, l'essence 5 centimes. Et tout le monde, hein? Avec beaucoup de facteurs que nous allons développer dans un instant. Mais par contre, les salaires, à lui, il stagne un petit peu. Hein? Il ne demande pas énormément, ce qui veut dire qu'à un moment donné, on a vraiment un genre de différentiel entre les produits qui avaient un prix et qui ont un nouveau prix, alors qu'un salaire qui avait un revenu et qui a presque la limite le même revenu. C'est quelque chose qui vraiment touche à cœur, ça, et je voudrais en parler aujourd'hui. Tout à fait, touche à moi à cœur, parce que déjà, je pense que les concernés directement. Hein. D'année en année, nous voyons notre pouvoir d'achat diminuer. Notre mode de consommation déjà a changé, hein, mais notre pouvoir d'achat il diminue. Mais rappelle, dans les années 70, il était obligé de mettre le prix du pain à l'entrée de chaque magasin. C'était après l'après-guerre. Aujourd'hui, où ça va, la Révolution française, c'était à cause d'une augmentation de pain aussi, hein, pour les gens qui connaissent et tout ça. C'était obligatoire d'afficher. Ouais. Et aujourd'hui, quand on va dans les magasins, il appuie ça. Hein, l'appui, pourquoi? Parce que il prend le fait de n'a plusieurs modèles de pain en rayon, donc le prix est libre. Mais ça y permet à nous aussi de rebondir, de dire que notre consommation entre les années 70 et aujourd'hui a tellement évolué que nous les plus sur le pain, nous les plus sur les pâtes et nous les moins sur le riz, qui était la consommation à l'époque du créole de base, hein, et qui fait que forcément nous l'a devenu sur un mode européen, mais qui dit mode européen dit pas forcément avoir les mêmes prix que l'Europe. Bien sûr. Nous peut aussi acheter dans nos pays à côté
à moins cher. En Asie, par exemple, on parle, parce que nous, ici, à La Réunion, nous, on est un petit peu à égale distance entre l'Asie et l'Europe. Hein. On est un petit peu entre les deux, même si l'Europe est un petit peu plus loin. Pour nous, c'est un petit peu plus facile d'acheter en Asie. Mais Johnny, il voudrait rebondir si vraiment quelque chose, et on va reparler un petit peu après de tout ce que vous avez développé là, mais vraiment quelque chose que vous avez dit tout à l'heure était vraiment intéressant, c'est que notre manière de consommer a changé. Parce que pourquoi? Parce que de moins en moins, le consommateur, il a moins d'argent, les produits augmentent, et ben qu'est-ce qu'il fait? Il a besoin de trouver des petites astuces pour pouvoir consommer bien, hein, et avec le peu d'argent qu'il a. Donc sa consommation a changé, sa réaction devant les étalages ont changé aussi. Mais il y a eu une époque, la grande distribution par exemple, a mis une politique de prix. Quelque chose qu'on connaît bien, où tu es dedans. Une politique de prix en disant que nous va mettre en bas des rayons les fameux premiers prix. Les premiers prix où les gens trouvaient quand même votre compte là-dedans. Aujourd'hui, quand on rentre dans les grandes distributions, aujourd'hui, les grands magasins, il n'y a plus de premier prix, où on connaît plus c'est le premier prix, et ils trouvent l'astuce de dire c'est la marque d'enseigne, et marque d'enseigne, il y a une marque dérivée, et au final, il est le même prix que la marque nationale. Et figurez-vous que c'est ce prix-là, c'est ce produit, que le magasin il fait plus de marge. Et il incite à nous à acheter ça. Parce grande quantité. C'est-à-dire que il réduit les coûts en amont. Oui. Et donc, forcément, il y a un coût de revient plus bas, mais ils vont au même prix. Ils vont au même prix que le marque national. Donc, mais ces produits-là sont ce qu'on appelle des produits d'appel aussi, quand même. Hein? Les premiers prix. Les produits de premier prix. Les produits d'appel aujourd'hui, là, tels que longtemps, c'était la sardine, l'huile. La bouteille de Coca-Cola aussi. Bouteille de Coca-Cola et tout ça. Qu'on mettait à 1 euro pour faire entrer les gens, mais les gens ne sortaient pas forcément avec une bouteille de Coca-Cola, ils sortaient avec une caddie remplie. Une caddie remplie. Voilà. Hein? Et aujourd'hui, on a peur de rentrer dans les magasins parce que on observe que au porte-monnaie, il peut ne pas encaisser le chariot que ça sortir. Et donc, les gens, aujourd'hui, ils partent avec... une calculatrice. Mais ça a une frayeur au ventre aussi de dire que, est-ce que ça sort là, mais à la fin de vie en ligne de caisse, il y a des gens, ils font enlève dans le panier parce qu'il n'a point assez. Bien sûr. Et quand à un moment, un papa, il regarde les autres dans le et le maman, il regarde pourquoi il enlève quoi dans le chariot, le maman, il dit, que ça va se passer? Il enlève souvent son biscuit aussi, peut-être. Vous voyez? Il enlève les produits de moindre nécessité. Et donc, ils montrent bien que nous avons un comportement aussi qui arrive aujourd'hui d'être un comportement raisonné, réfléchi de ce que nous avons acheté. Un comportement responsable. Mais il faut utiliser ce comportement qui arrive à nous aujourd'hui à réfléchir dans les magasins, à mettre une vraie politique de consommation en place et de façon à ce que le créole, enfin le rayonné, ensemble de la Réunion, retrouve un pouvoir d'achat. Mais à côté du pouvoir d'achat, qu'est-ce qu'on a? On a toutes les importations, on a le fret aujourd'hui, il est cher, mais on a aussi les transités aujourd'hui qui ménagent pas nous, parce que les autres en mono, les autres en exclusivité, les autres en monopole. On a la grande distribution lui-même, qu'aujourd'hui la passe de main en main, mais la passe de la main des gens où ils contrôlent un peu le paysage commercial à La Réunion. On a la disparition des petits coins, les boutiques solidaires de coins, que le petit chinois du coin l'été donne un peu la main à l'époque, et que tu trouves quand même une aide relayée. Figurez-vous que quand on rentre chez le petit chinois, vous ne pas être tenté par le grand distributeur. C'est juste une petite affaire, mais au final, on retrouve dans la caisse. Bien sûr. Parce qu'acheter un boîte de sardines, ce n'est pas 10. Et bien, ça peut-être, c'est une des solutions qui peut être relancée. Mais appelle ça les magasins relais. Mais est-ce que Johnny, s'il ne veut pas faire l'avocat du diable, mais quand même, ou qui a travaillé dans les grandes surfaces pendant très longtemps, qui était vraiment au premier métier, ça. On peut en parler aujourd'hui, parce que vous connaissez ce que ça veut dire. Aujourd'hui, dire qu'on va enlever les grandes surfaces pour remettre le petit commerce en place, c'est impossible. C'est comme les acquis sociaux, ça, on ne peut pas revenir en arrière. Par contre, il y a des pays qui sont à côté de nous, Madagascar par exemple, et ben eux, ils n'ont pas de très grandes surfaces, ils en ont un ou deux dans les grandes villes, par exemple. Quand on arrive, on peut trouver un Score ou une grande surface. J'ai cité le Score, mais parce que je connais bien le Score, mais sinon il y en a d'autres. Mais les petits commerces, ils fleurissent un petit peu partout, ce qui permet que ça donne du travail pour beaucoup de personnes. Et ensuite, ça donne du travail aussi directement à des importateurs qui importent et qui redonnent du travail à des gens qui vont redistribuer et ainsi redistribuer pour in fine arriver sur un petit étalage où on ne va pas payer beaucoup plus cher que dans les grandes surfaces, parce que dans les grandes surfaces, on multiplie quand même le prix par 2 ou par 3, par 4 et par 5 quelquefois. Vous connaissez Jean-Claude, en 94,
On avait importé à La Réunion une marque de textile, ne donnera pas la marque. Et je dirais, allez, pour gagner du temps en vente dans les rayons, on a laissé l'étiquetage Métropole. 1994. C'était une boîte, une erreur. Une gamme de textiles qu'on a lancée. On a laissé le prix Métropole pour gagner du temps à la vente et on a perdu quelques points de marge. Avec les prix étiquetés Métropole, en 1994, on faisait du 35% de marge. Les IPA de La Réunion, dans les années 90, avaient 7% de marge après impôt. Alors que les moyennes de magasins en métropole étaient de l'ordre de 1,5%. Mais on ne peut pas reprocher ça. Pourquoi? Moi-même, un produit. C'est-à-dire qu'à l'époque, la grande distribution était un ascenseur social. C'est-à-dire que toutes les jeunes sortaient, avaient un emploi, avaient un poste de chef de rayon, un poste de vendeur dans les magasins. Ils faisaient bouillir le marmite pour la famille. Mais aujourd'hui, un magasin qui, à l'époque, de 500 mètres, 600 mètres carrés, qui avait à peu près 600-700 personnes en effectif, aujourd'hui se retrouve dans le même magasin avec 350 personnes. Par contre, quand on regarde la rentabilité, il est même supérieur dans les années d'avant. Ça veut dire que aujourd'hui, là, le consommateur, là, il vient, il a besoin de consommer, mais le distributeur, il a tout compris que c'est plus difficile de faire de la marge que faire du chiffre d'affaires. Et il fait quoi? Comme son chiffre d'affaires diminue, il augmente les marges. Et comment arriver à augmenter les marges? C'est responsabiliser et prendre pouvoir sur toutes les intermédiaires, que ce soit la sortie du bateau, le transitaire, les dépôts, la livraison dans les magasins. Ouais, même il ne veut pas aller tirer des boulets de canon sur les grandes surfaces, mais il y a quand même quelquefois un peu de chantage dans les revendeurs quand même, parce que les grandes surfaces, c'est quand même une manne pour un certain producteur, par exemple. Et si, par exemple, la grande surface dit, écoute, toi, tu nous vends ce prix-là, et si tu vends pas ce prix-là, de toute façon, t'inquiète pas, il y a les autres à côté qui vont me vendre ce prix-là. Il est un petit peu pris entre le marteau et l'enclume, c'est presque à la limite un chantage qui l'oblige à descendre ses prix. Par contre, de l'autre côté, sur l'étalage, le prix, lui, il est... Par exemple, si on parle de ça, on vient de mettre un sujet sur la table, nous parle des producteurs locaux. Qui impose aux producteurs locaux de vendre notre produit bradé? Fait un marché du producteur local. Et que les élus en place mettent un secteur comme dans les grands pays se fait, par exemple en Thaïlande, on connaît bien dans le marché de nuit, tout ça, mettre les productions locaux en place pour que le consommateur vienne directement à la source. Et on va voir, les consommateurs seront contents, producteur sera content. Bien sûr. En tout cas, juste par aparté, il y a quand même le président du département, je ne vais pas lui... Cyril Melchior, qui fait des efforts pour faire en sorte que dans toutes les écoles, il y a que des produits de La Réunion. Donc, on achète avec des producteurs d'ici. Presque 60% des produits qui sont dans les écoles sont produits par des... c'est peut-être pas suffisant, mais c'est quand même un petit pas. Si nous, le Conseil général, lui, fait ça, et si les communes aussi font ça avec les écoles primaires, parce que la responsabilité des communes, c'est quand même les maternelles, les primaires. Si là aussi, toutes les communes jouent le jeu, peut-être que nos agriculteurs, ils n'auront pas encore allé... je ne veux pas être méchant en disant ils vont descendre la culotte pour pouvoir vendre leurs produits à un grand distributeur qui va leur imposer un prix, mais qui vont peut-être aller donner ça à des enfants et ils seront peut-être plus fiers de planter, de cultiver leurs produits quand même. Surtout éviter de tomber dans le travers, c'est-à-dire de dire que vous êtes incapables de vendre votre produit, vous êtes même. Et de trouver la facilité en disant, nous avons fini de planter aujourd'hui, maintenant il faut nos récoltes pour vendre et gagner notre salaire. Et donc, ça te fait de te lever vite fait accaparé par un accapareur, mais peut-être ça. Et dans le poisson, on rencontre la même chose. D'ailleurs, dans le mot accapareur que tu viens d'utiliser, tu utilisé dans le poisson. Voilà, le poisson aussi existe ça. C'est-à-dire, le thon arrivé sur le port, il est à 4-5 euros, et dans les grandes surfaces, il est à 14 euros. On voit la marge, comment les trucs. Alors que le pêcheur, il vit la misère. Il est plus facile de vendre que d'aller pêcher. Voilà. Et alors que quand on regarde le port, on a beaucoup de consommateurs, elle est là. Bien sûr. Mais il ne faut pas que le producteur se sentent faibles face à ça. Bien sûr. Il faut créer, mais appelle ça, des marchés de production locaux de proximité pour que le client vienne
Et une fois, il ne marchera pas, 2 fois, il ne marchera pas, mais 3 fois, il va marcher. Hein. Bien sûr. Et on va voir, nous va aller de plus en plus. Bien. Mais là aussi, il ne faut pas tomber dans le travers en disant, puisqu'il y a un client, on monte le prix. Bien sûr. Alors justement, comme on est dans ce pouvoir d'achat, puisque l'émission, on a dit qu'on va parler de ce pouvoir d'achat, d'un côté, on a quelqu'un qui achète, de l'autre côté, on a quelqu'un qui vend. Celui qui vend, il doit être responsable. Hein. Il doit être responsable parce qu'il doit faire en sorte de ne pas exagérer sur sa marge pour faire en sorte que celui qui achète, avec son pouvoir d'achat qui, lui, n'a pas augmenté, qui est resté un petit peu pareil tout le temps. Il n'y a que les députés qui ont été augmentés de presque 6% là actuellement. Hein. Ils n'ont pas de problème de pouvoir d'achat. Ils n'ont pas trop de problème de pouvoir d'achat. Ah, non, ils ont été augmentés là actuellement. Hein. Mais le montant, le commun des mortels, le commun des travailleurs qui perçoivent un salaire aujourd'hui entre 1 400 et 1 500 euros par mois. Hein? Imagine, hein? Et qui est dans un couple avec une femme et des enfants, ou bien la femme qui travaille, le monsieur qui est à la maison, parce que ça existe aujourd'hui, hein? La parité dans les couples aussi, hein? Il y en a un qui travaille, parce que c'est pas parce que l'homme ne veut pas travailler ou la femme ne veut pas travailler, parce que les conditions sont faites comme ça aujourd'hui. C'est très rare de trouver où les deux travaillent. C'est une chance, parce que le travail aussi est en manque. Hein? C'est ça. Le travail aussi est en manque. Alors avec 1 470 euros ou 1 500 euros, on va le dire, par mois pour arrondir, comment faire pour joindre les deux bouts, pour faire en sorte qu'à la fin du mois, eh ben, il nous reste une petite monnaie de mettre de côté pour pouvoir subvenir à toutes les aléas de la vie. Une maladie, un coup de con, et peut-être des vacances à préparer aussi pour la fin de l'année, qui sait. Déjà, nous va parler pour le distributeur. Le distributeur ne peut pas en vouloir à lui aussi. Il achète une filiale de magasin, quelques dizaines de millions en achat. Il faut bien les amortir, ça, Jean-Claude. Ou le aussi un chef d'entreprise, je connais, quand on l'a amorti, il faut retrouver les billes. Donc forcément, il est obligé, lui, pour amortir ça. Ce n'est pas du chiffre d'affaires, c'est de la marge, parce qu'il paye les frais à côté. Donc il ne peut pas en vouloir, lui, demande ses prix. C'est peut-être, à un moment donné, de contrôler ce qui se passe aussi dans la vente des fonciers, qui augmente à un moment donné et qui devient à un moment donné insupportable même. Et donc, le distributeur, il ne faut pas en vouloir parce qu'il a augmenté. Il faut peut-être dire qu'aujourd'hui, pourquoi nous subissons une injustice, l'ensemble des créoles, hein, de dire que nous l'éloignons et qu'à chaque fois, on va dire, le président, il va dire, il donne à nous 200 euros de plus en chiffre d'affaires, en salaire. Ben, le prix va augmenter en surface. Bien sûr. Ne sortira pas nous. Ouais. Okay. C'est un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux aussi. C'est le serpent qui se mord la queue. Voilà. Allons dire clairement. Nous les pas au prix de métropole. Index toutes les salaires des rayonnés qui travaillent. C'est simple ça. Comment trouver? Aller chercher là où les lobbying il a été fait sur la banane, sur le rhum, sur le sucre. Où ça, l'argent est là, et il y en a des milliards, il est là, d'accord? Vous connaissez, m'a fait un calcul dans ma tête à un moment donné, par an, il faudrait peut-être trouver 250 millions à 300 millions pour monter chaque rayonné qui travaille aujourd'hui, qui est en l'ordre de 300, 400 000 personnes, au SMIC indexé arrive à peu près à 1 700 euros, 1 600 euros. 20% de plus alors? 20% de plus. Et ça ne va pas coûter plus cher à la Réunion, mais par contre, ça va donner un souffle à la Réunion en termes d'économie, parce que de toute façon, nous allons retrouver, quand Macron, le distributeur, augmente ses prix, Jean-Claude, il retrouve ça dans la TVA, lui. Mais bien donc sûr. il n'est pas contre, lui. Il dit, Coco, fais attention, hein. Si la foudre non, mais là, on le met sur demain, quelque chose où là, nous rentre un petit peu dans un phénomène un petit peu peut-être que le grand public ne comprend pas, c'est que la TVA, hein, c'est-à-dire que tout est fait avec le gouvernement pour créer de la TVA. Mais bien sûr. On est d'accord. Mais bien sûr. On est d'accord. Hein. Donc, c'est la TVA qui est vraiment le plus gros budget de l'État. Bien sûr, c'est l'impôt direct. Prenons un cas, par exemple, où tout le monde ne connaît pas, mais vous savez, le RSA ici, qu'on a ici, là, hein, qui est une manne du gouvernement, hein, parce qu'on donne à des gens qui ne peuvent pas travailler. Mais c'est pas fait comme ça, sans réfléchir. Quand on injecte de l'argent dans la population comme ça, on leur donne, hein, ils vont consommer. Cette consommation va créer de la plus-value qu'on appelle une TVA, une taxe sur des valeurs qui sont ajoutées. Hein, et bien cette TVA-là, ça va rendre service à l'État parce que c'est une taxe directe, c'est un impôt direct. C'est même pas un impôt indirect, c'est-à-dire c'est un impôt où l'État est sûr. Hein, est sûr, parce que quand il a fait son budget primaire, il sait qu'à la fin de l'année, il va avoir telle ou telle somme. C'est pour ça que donner de l'argent comme ça
par rapport au RSA. C'est pas gratuit. Vous l'avez bien vu, l'annonce du ministre des Finances, moins 173 millions de milliards de déficit à stabiliser. Donc, ça veut dire, il dit, oui, c'est pas facile. Il ne trouvera pas comment faire, mais comment faire, c'est la France, c'est plus de 700 milliards. Plus de 700 milliards. Et là, il est plafonné à 173 milliards. 2 fois son budget. 2 fois son budget, et tout à fait. Mais il y a un autre truc aussi, où on a mis le doigt dessus, c'est qu'aujourd'hui, quand on parle du mécanisme économique, lorsque on veut relancer un pays économiquement, soit on crée des contrats aidés, soit on lance le taux du livret A, on remet dans le bâtiment, on relance la machine comme ça. Mais aujourd'hui, la machine est en panne. On pourra donner beaucoup d'argent aux gens qui ne travaillent pas, ils vont consommer, ils vont reconsommer, il va faire tout de suite fonctionne la roue, l'économie, c'est-à-dire la TVA en un impôt indirect va arriver. Bien sûr. Et au final, nous n'avons pas gagné dans cette affaire-là. Johnny, en tout cas, une chose que nous avons compris, c'est que le pouvoir d'achat est une domaine de compétence de l'État et des politiques. Tout à fait. Et des politiques. Mais que font nos politiques? Que font nos politiques? Mais dans un schéma très simple que moi j'ai vécu en 1999. Lorsque une cigarette est arrivée sur le marché, il a fait exploser le marché de la cigarette. Le Conseil général, qui touchait un pourcentage sur chaque tige de cigarette, il a dit, mais perd de l'argent. Ben, il prend en euros, en valeur, puis en pourcentage. Vous voyez, le politique, il réagit tout de suite. Pourquoi? Parce que ce que le politique doit comprendre, les politiques de demain, il lance un mot d'ordre là, c'est apprendre à gouverner intelligemment en gestionnaire et ne pas à dépenser maladroitement les deniers de l'État. C'est-à-dire que nous, là, un pays, nous peut créer des valeurs, nous peut créer des richesses, ben, il faut travailler là-dessus et travailler avec les jeunes qui arrivent aujourd'hui avec les savoir-faire, l'intelligence, etc. pour développer un pays. Mais pas systématiquement dire, on a besoin de 30 millions, 40 millions, 50 millions pour dépenser. Et arrête de crier, passe à l'ouvrage. Vous comprenez? Là, par exemple, là, le cyclone vient de passer là. Ben là, tous ces chefs d'entreprise, un camion pour nettoyer, fait un seul coup. On va dire, moi, on va endetter, mais endetter n'a résorbé. Après, nous avons toujours été habitués à ça, nous. Mais au moins, de toute façon, la France a toujours vécu sur des dettes. Et bien sûr. Et bien, le ministre, quand il vient ici, il dit, où il était là, on l'a vu. Ben, là, par contre, c'est l'État, les compétences de l'État. Ben, c'est ça, la gouvernance. La gouvernance, c'est de dire aussi, de pouvoir prendre des décisions, de ne pas avoir peur de dire, monsieur, là, par contre, il arrive dans le rouge un coup, là. Vous comprenez, là? Parce que si tout de suite, tu dis, merde, mais ça pensait à le non-renouvellement de mon mandat parce qu'on m'a dit quelque chose de maladroit, on n'avancera pas. D'accord. Mais personnellement, est-ce qu'on pense vraiment qu'aujourd'hui, on est arrivé dans un stade de non-retour concernant le pouvoir d'achat? C'est que, dire que de toutes les années qui vont suivre, et même nos générations à venir, auront toujours cette problématique de tout ce prix qui augmente sans que les salaires augmentent pour autant et de façon non proportionnelle. Est-ce que nous allons arriver dans un stade de non-retour où qu'il est impossible d'inverser la vapeur? Ben, Jean-Claude, comme il regarde aujourd'hui le comportement du rayonné, il rappelle à moi l'année 90. Il était dans ce pouvoir-là. C'est-à-dire un point de non-retour, là, il a révolte. On l'a reconnu, ça, il était encore jeune à l'époque, mais là, il a révolte. Et attention, lorsque le peuple a faim, qu'il a peur du devenir de demain de ses enfants, il va révolter. Et il bouge la route comme les agriculteurs actuellement. Et ce sera la faute des décideurs. Il va révolter. Et nous, là, décideurs et personnes responsables qui doivent prendre des responsabilités de demain, nous doivent pouvoir trouver très vite, agir très vite et mettre en place des décisions pour que le peuple qui l'a fait de confiance, il dit, tiens, au moins ce Bougal, il a essayé. Après, là, on vient de dire quelque chose, la grande distribution, tant qu'on aura à prendre, il va prendre. Parce que c'est le principe du commerce. Il est libre-échange. C'est une entreprise. C'est une entreprise. Une entreprise, elle fait pour gagner de l'argent. Mais par contre, moi, ce que me demande aux entrepreneurs, ce que me demande aux chefs d'entreprise qui, par le biais de ce réseau-là, gagnent de l'argent, embauche un peu.
Embauche un peu. C'est-à-dire que fais travailler un peu Ben Marmaille là, la souffrance sera moins forte. C'est pas comme pisser dans un arrosoir, là, parce qu'on croit qu'on va être entendu comme ça. Il faudrait peut-être des mesures un petit peu plus sévères pour les faire embaucher, en créant des lois qui les obligent peut-être à embaucher. Mais Jean-Claude, mais quoi, nos députés sont pas très friands de ces lois. Ben oui, ils ont la touche 300 en plus. Je crois que même les députés ne créent pas beaucoup de lois. C'est l'État plutôt qui crée les lois. Mais sûr, c'est que sous un chef d'entreprise, qu'au visionnaire sur le temps, à un moment donné, dans des moments de crise, comme ça, on fait quoi? Ou épargne? Ou alors, ou épargne, ou investit sur de la valeur sûre pour demain. Aujourd'hui, du personnel. On ne peut plus épargner aujourd'hui. Oui, mais on ne peut pas investir sur du personnel. Parce qu'on va dire, le peu d'argent qu'on va épargner, qu'on pourra épargner et profiter d'autres entreprises pour sauvegarder d'autres entreprises, on ne voudra pas investir sur du personnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous, si nous ne faisons pas un effort de dire à ces chefs d'entreprise-là, allons essayer de mettre la main ensemble, de créer une plateforme commune de discussion. Il y a le ministre qui vient là. Peut-être il faut descendre ça, mettre une plateforme commune. On a le CESE ici, apparemment, on ne pense pas rien. On a le CESE en France, apparemment, il n'y a pas rien. Non, mais beaucoup de gens ne connaissent pas le CESE. D'accord. Donc, ça veut dire que c'est une plateforme de réflexion pour donner des idées à la Réunion, mais il ne bouge pas trop. Mais peut-être donner la chance à ces jeunes-là d'être dans ce CESE-là, comme porte-parole de autres vécus, de autres quotidiens. Peut-être qu'il va faire avancer un peu les choses. Peut-être nous, la sagesse, l'ancienneté et l'expérience, nous aura des idées. Mais par contre, nous on a le vécu de l'injustice quelque part. Donc, je dirais comme ça, les chefs d'entreprise, il faut de nouveau renouveler notre carnet de bonne commande. Il faut faire en sorte que nous puissions créer la fonction publique puisse créer des institutions pérennes, puisse faire des grands ouvrages à La Réunion, parce que nous l'avons besoin aussi pour développer l'Est. Il faut, nous les créateurs de gros projets, il faut que l'Est les pas en rap des autres régions, des autres circonscriptions. Il faut que l'Est se développe. Il faut que l'Est puisse doter d'un dispositif économique fort. Parce que, allez, je reprendrai les paroles et m'espère aller écouter à moi ce soir. La Sinon a l'argent, la Cires n'a terrain, allons allier ensemble. Bien sûr. Là, c'est le politique qui parle. C'est le politique qui parle. Non, là, c'est le politique qui parle. Mais c'est comme ça, nous va peut-être donner la chance à nos jeunes d'avoir du pouvoir d'achat aussi. Bien sûr. Et de pouvoir consommer localement. Bien sûr. En tout cas, c'était un vaste sujet, ce pouvoir d'achat-là. Si nous reste comme ça jusqu'à demain matin, bien sûr, nous autres, nous l'avons encore là. Ou bien si l'on commence l'émission le matin jusqu'à ce soir, mais les sûr que nous encore là. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se donner rendez-vous la prochaine fois pour parler encore d'autres sujets aussi intéressants que ce qu'on a parlé aujourd'hui, ce pouvoir d'achat-là. Et Dieu sait, c'est des sujets qui touchent à l'économie, qui touchent au social, qui touchent au pouvoir d'achat et qui touchent à toutes les conditions humaines dues à la politique en vigueur que l'on a actuellement est très intéressant. Tout à fait. Merci beaucoup, Johnny. En tout cas, pour dire le mot de la fin, si nous y aimons le rayonner, allons bataille pour les rayonner. Les bons, merci. Johnny Adécalom qui était avec nous. Prochaine fois, les sûr, promis, il vient faire la cuisine avec nous. Qu'est-ce que tu viens faire pour moi la prochaine fois? Pâte cochon, haricots chinois. Les bons. Les noter, Les noter. Les bons. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Merci bien, merci Richard qui était à la technique aujourd'hui. Et puis après nous, on se retrouve malgré les petites difficultés techniques qu'on a eues aujourd'hui. On sera encore la semaine prochaine dans une nouvelle émission Zigzag sur Canal Austral comme d'habitude. Allez, à la semaine prochaine.